le timing est un peu serré. Oui, c'est... Donc, entre les deux, on va vous donner la parole aussi. Peut-être Non, voilà. Juste quelques minutes. Juste vous inquiétez pas. On a envie d'entendre donc ça va être. Merci, coach. Merci, Kokari. Alors, président Samuel Eto'o, conseiller Emmanuel, et membre de l'Africa Food, la délégation du président Samuel Eto'o, chers collègues, chers amis, c'est une grande joie pour moi. J'ai fait 14 000 km pour être ici. Je viens à Toronto, Canada, et lorsque le président Samuel Eto'o a accepté d'être ici, je me suis dit, je ne pouvais ne pas être là. Donc je suis parti à Dakar pour le salon. Et après ce salon, je suis venu être ici aujourd'hui. Et là, tout à l'heure, je m'en vais à Bafoussam. Je suis content d'être là parce que nous avons en face de nous un modèle inspirant. Le CFCI que je dirige est une école canadienne de programmation neurolinguistique et de coaching professionnel. C'est la seule école qui est portée par un noir au Canada. Je ne parle même pas d'Afrique. C'est tout simplement parce que nous ne croyons pas suffisamment en nous. Lorsque j'ai démarré cette école, les personnes qui m'ont découragé ou qui cherchaient à me décourager le plus, c'était les Camerounais, les Africains surtout. Ceux qui m'encourageaient, c'était les autres. Et lorsque j'écoute le discours du président Samuel Eto'o, moi comme PNListe, je me dis, hey, voilà quelqu'un, si seulement on pouvait tirer de lui ses stratégies, son mindset et l'enseigner à nos jeunes. Parce que depuis cette rentrée, nous avons intégré la programmation neurolinguistique dans les écoles en Afrique. Le CFCI que je dirige travaille dans 10 pays d'Afrique. 10 pays. L'ambition, c'est d'être dans les 54 pays d'Afrique. Et vous dites souvent que si les autres peuvent, nous pouvons. Et moi, c'est clair que dans mon domaine, je veux être un Samuel Eto'o. C'est important pour nous que nous soyons ici aujourd'hui pour pouvoir écouter le président Samuel Eto'o nous dire qu'est-ce qu'il fait qu'il soit ce qu'il est, malgré tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit et qu'il garde son sourire toujours et qu'il aille de victoire en victoire. Comment? Parce que nous savons qu'on ne réussit pas par hasard. La réussite n'est pas au hasard. La réussite se construit. Moi, j'appartiens à un courant de pensée qu'on appelle le constructivisme. C'est qu'on construit notre réalité. Si nous voulons les succès, nous construisons les succès. Si nous voulons réussir, nous construisons. Cette construction est globale. Elle commence par la pensée. Donc c'est pour ça que l'exercice de modélisation est important pour nous. Et nous commençons. La première personne que nous allons modéliser en Afrique, c'est le président Samuel Eto'o. C'est le début aujourd'hui. J'étais au Sénégal où j'ai eu de grandes joie d'être reçu par le cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko, qui sera la deuxième personne qui sera modélisée. Nous voulons modéliser les Africains qui donnent l'espoir et l'espérance aux Africains pour que nous ne vivions plus jamais crevés à genoux et que nous soyons capables de nous relever, marcher tête haute, comme c'est très bien le faire le président Samuel Eto'o, Patrick Bombé. Voilà, le CFCI c'est donc une école, c'est une entreprise évidemment qui produit la connaissance, qui diffuse la connaissance en leadership, en développement personnel. Et nous travaillons ici au Cameroun avec une équipe qui est très très dynamique. Elle est dirigée, comme vous allez être surpris, par des religieuses. Ça veut pas que les religieuses pouvaient être des bons leaders dans le domaine de la PNL. C'est ce qu'elles font ici au Cameroun. Et nous avons notre directrice qui est là, la sœur Cécile Nanga Vogo. Et la sœur Angèle qui est là également dans l'équipe et qui est la présidente du salon qui va se tenir bientôt et pour lequel nous sollicitons que vous soyez un de nos ambassadeurs. C'est notre ambassadeur si vous l'acceptez très bien. Nous, ça nous fera grand plaisir. Et toujours comme CFCI, la jeune dame qui filme là, c'est mon assistante. Nous ne sommes pas dans la même ville, elle vit à Douala, je vis au Canada. Elle fait un travail remarquable. Elle a une vingtaine d'années. Elle cherche quelqu'un qui lui donne une chance de montrer de quoi elle est capable. Elle fait un travail extraordinaire. Je veux passer le temps à chanter qu'elle est compétente. C'est Larissa Lynn Jaune. Donc
c'est cela. Et le jeune qui est debout en jaune, c'est le président, le directeur de l'agence CFCI, agence de marketing. Ils font un travail extraordinaire depuis, c'est le plus ancien au CFCI. Il a déjà fait 5 ans avec nous. Et aujourd'hui, son travail a un impact sur les 10 pays où nous travaillons. Parce que c'est à partir du Cameroun que tout le travail de marketing que nous faisons en Afrique se fait. Et c'est lui qui dirige cette agence, l'agence de jeunes gens. Donc c'est lui, c'est Frédéric Gagne. Alors, notre coach, Ngando Bilong, c'est un manager de ressources humaines. Et puis c'est un coach professionnel certifié. Et il est au CFCI, c'est un stratège, un fin stratège, il est d'une intelligence rare. Alors, coach Henri Bilong travaille au CFCI comme stratège. C'est un de mes conseillers. Alors évidemment, parce qu'une diplômée du CFCI qui est là, elle travaille au ministère de la Communication, coach professionnel certifié, elle aussi, elle est venue là aujourd'hui, journaliste de carrière, de formation, elle est coach diplômée du CFCI et travaille également au CFCI comme coach professionnel. Donc voici notre responsable exécutif du CFCI ici au Cameroun, malheureusement pas présente ici maintenant. Elle est à Bafoussam pour l'assemblée de leur congrégation religieuse. C'est la sœur Rebecca Serepka. Il n'est pas là, mais qui est avec nous quand même. Nous sommes heureux également de la compter dans notre équipe. Donc voici l'équipe qui m'accompagne. Il y a beaucoup d'autres qui sont là. Mais je vais quand même vous présenter ceux qui sont ici aujourd'hui. Je voudrais aussi vous dire que cette équipe-ci, et je manquais de le dire, l'équipe du CFCI n'est pas seulement camerounaise. Elle est représentée, la dimension internationale est représentée par le père Hervé Luyoudé, qui vient d'Abata, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien pur sang. Il a voulu venir ici, voilà, le beau, il a voulu venir ici, à ce salon, et être ici aujourd'hui avec vous. Je pense qu'il ne dira pas le contraire, c'est une grande joie pour lui aussi. Donc le père Hervé Luyoudé travaille avec nous. Donc, président Samuel Eto'o, voici l'équipe du CFCI qui est avec nous. Alors, notre parrain, Monseigneur Emmanuel Bonbon, nous savons que si le Seigneur nous bâtit la maison, nous travaillons en vain. Alors moi, je suis un diacre permanent de l'archidiocèse de Toronto. Je suis moi aussi un ministre ordonné. Lui, il est prêtre et vicaire général de l'archidiocèse, du diocèse des États au Cameroun. C'est notre parrain, c'est l'un de nos grands bienfaiteurs. Donc, Monseigneur Emmanuel Bonbon. Il nous soutient beaucoup par ses conseils, par un soutien multiforme. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour justement vous modéliser. Et l'objectif de la modélisation, avant que je passe la parole, l'objectif de la modélisation, c'est tout simplement construire à partir de l'expérience de quelqu'un qui a du succès dans un domaine, construire un savoir et être capable de le reproduire pour l'enseigner. Chez nous en Afrique, on dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est tout simplement parce que nous ne faisons rien pour que les connaissances, l'expertise, l'expérience, le vécu de la personne survivent à la vie de la personne. Alors nous avons décidé de travailler avec la PNL, qui est une école, qui est une approche justement de modélisation et d'excellence humaine. Nous avons décidé de travailler à modéliser les personnes comme vous. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir construire la connaissance autour de votre expérience, autour de vos stratégies de fonctionnement, autour de votre état d'esprit, autour de vos croyances. Tout ce qui explique le succès de votre carrière et de votre vie tout simplement. Parce que votre carrière, elle est extraordinaire, tout le monde le sait très bien. Nous tous, nous avons certains, moi j'ai déjà tellement rencontré, bu les bières derrière votre nom que les quelqu'un vont dire, ah, tu es Camerounais, ah, on dit Samuel Eto'o. Donc nous avons une grande fierté, nous voulons modéliser cela. Nous voulons modéliser cela pour l'enseigner dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les écoles de coaching, dans les universités, pour que les jeunes aient des modèles de manière structurée. Donc voilà exactement ce que je voulais vous présenter ici. Et tout à l'heure, mon conseiller me dit, c'est le moment de passer la parole au président. C'est ce que je m'en vais faire en ce moment-ci. Je vous passe la parole juste pour, en vous disant merci. Et nous sommes là pour vous écouter. C'est vous qui êtes notre invité.
Merci, Président Samuel Eto'o. Merci beaucoup, Président. Merci de m'avoir invité ici, en ce jour du Seigneur. Président, Seigneur, cher Père, le beau, les beaux, maman, je suis heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Écoutez, comme j'avais dit au messager, je trouverai du temps. Nous sommes battus comme on pouvait et Dieu a bien voulu que ça se fasse aujourd'hui. Donc je reste disponible, je suis disponible quand vous voulez pour que ensemble nous puissions apporter des conseils à notre jeunesse. Vous avez dit quelque chose de terriblement incroyable tout à l'heure quand vous avez dit toute victoire se construit. Et j'étais heureux de l'apprendre parce que quand je suis rentré, j'ai dit je vais apporter ma contribution pour que notre beau pays essaye d'avancer. Je me suis dit, dans le football, les victoires de demain se construisent aujourd'hui. Ça peut prendre 10 ans, mais il faut commencer aujourd'hui. Bon, vous voyez toutes les bagarres que je peux avoir, justement parce que certains ne veulent pas construire les victoires de demain. Ils veulent rester dans ce que j'appelle le hasard. Le hasard, vous serez une fois, pas deux fois dans la vie. Alors, pour un pays, pour un beau pays comme le Cameroun, nous pensons humblement que nous devons construire les victoires de nos équipes. Il ne s'agit pas seulement de l'équipe nationale Fanion A, parce que les gens sont focalisés sur cette équipe nationale. Mais il s'agit du football en général. Si nous réussissons à avoir le championnat ou les championnats que nous souhaitons avoir, nous aurons forcément de belles équipes nationales. Et je me dis, quand je parle très souvent de moi, j'utilise toujours le jeu. Et on me critique parce que j'utilise le jeu. On dit, mais lui, il aime trop parler de lui. Mais je me pose la même question tous les jours, c'est bien. Mais c'est ma carrière. Ce sont mes expériences. Je ne peux pas ne pas dire je. Parce que j'ai connu ça, j'ai traversé ce chemin. Donc, partager, ne serait-ce qu'avec les autres, qu'ils essayent de voir dans leur voyage ici sur Terre comment ils peuvent peut-être prendre ce qui était bon et laisser ce qui était moins bon pour faire mieux que nous autres. C'est ce que nous souhaitons humblement. Mais nous avons beaucoup de défis et je suis heureux de me retrouver dans cette maison qui veut apporter cette aide-là à nos sociétés parce que nous avons un grand besoin. Et pour finir, vous l'avez aussi dit, je suis quelqu'un qui marche toujours la tête haute parce que je n'ai pas volé. L'Éternel m'a accordé une opportunité incroyable, même pas une. Deux, parce que chaque jour, il me donne un souffle nouveau, donc il me permet d'aller saisir les opportunités qu'il m'offre. Et il m'a offert un talent incroyable, celui qui était de jouer au football. Alors, quand j'ai pris conscience que je pouvais exceller avec le talent qu'il m'a donné, je suis allé chercher ce qu'il y a de meilleur avec ce talent-là, pour dire, mon Seigneur, mon Dieu, je n'ai pas jeté ce que vous m'avez humblement offert pour faire mon voyage dans la vie. Et c'est avec ce talent que j'essaye de construire quelque chose de beau pour nous tous. C'est une passion commune que nous avons, le football. Mais même ceux qui ne comprennent pas le football se donnent le privilège de critiquer. Pourquoi? Parce que ce sont les émotions. Et ça, nous devons comprendre ça. Et pour ceux qui comprennent, ils doivent éviter de rentrer dans le marchandage pour faire chanter ceux qui sont là. Pourtant, ils comprennent. Et ils savent que si nous nous mettons ensemble, nous irons encore plus loin. Maintenant, je suis disponible à écouter et surtout à partager avec vous mes petites expériences et j'espère qu'elles pourront aider le maximum de nos frères et sœurs pour leur voyage de vie. Et ma soeur, vous travaillez dans un ministère, votre patron c'est mon papa.
Prenez bien soin de lui parce que c'est un homme bon. C'est un homme extrêmement bon, c'est un sage qui est l'histoire de ce pays. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de rencontrer le ministre de la Communication. Vous avez échangé avec ce grand monsieur. C'est un homme bon. Bon, c'est mon papa et prenez bien soin de lui. Merci. Président, nous allons, je pense que nous pouvons, si vous voulez, nous pouvons rester ici. C'est comme vous voulez. On se déplace pas, oui. De toute façon, je suis à l'aise. Alors, cet exercice va être assez rapide, parce que comme vous avez dit, c'est sûr que nous aurons besoin de plus de temps une autre fois pour approfondir. Parce que les résultats que nous attendons de cet exercice, c'est une compréhension claire des croyances, des valeurs, des comportements clés, des processus de pensée de Samuel Eto'o. Nous voulons étudier Samuel Eto'o en profondeur. C'est également développer une technique en PNL que nous appelons stratégie Samuel Eto'o. Parce qu'en PNL, nous avons des stratégies Walt Disney. C'est Walt Disney aux États-Unis, c'est un grand industriel dans l'industrie du jeu. Aujourd'hui, on enseigne dans les écoles comment on fait pour réussir comme Walt Disney. Comment on fait pour réussir comme Leonardo de Vinci, par exemple. Il y a d'autres. Alors, on a modélisé Gandhi, on a modélisé Jésus notre Seigneur, oui, et on a modélisé les grands de ce monde. Et on les enseigne dans les écoles. Alors, nous avons ici, comme autre attente de cette modélisation, lorsqu'elle sera achevée, c'est d'aboutir à un ouvrage sur le leadership et le développement personnel, dédié à la modélisation de la personne de Samuel Eto'o. Parce que, quand j'écoute le président Eto'o, c'est la PNL qui parle. Le développement personnel dégage chaque expression. Et il dit c'est son expérience. Oui, maintenant nous voulons que ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir le vécu qu'il a eu, parce qu'il a le vécu, il a roulé sa bosse quand même. Il a vu. Alors, que les jeunes, eux, puissent profiter, c'est un peu comme les escaliers, qu'ils puissent avoir les escaliers et puissent aller plus vite et voir plus loin, grâce aux dévanciers que nous avons, des modèles comme Samuel Eto'o. Donc, alors, j'ai quelques questions que je vais vous poser. C'est juste des questions, Président. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, le premier niveau de questions, c'est au niveau des croyances personnelles que vous avez. Quelles sont vos croyances fondamentales sur le succès? Qu'est-ce que vous croyez du succès? Je pense que le succès se construit fortement. Il se construit fortement. On n'atteint pas le succès au hasard. Et vous le ressentez. Vous le voyez même. Mais la différence entre celui qui sera numéro 1 et celui qui sera parmi tant d'autres est croire. Le grand joueur est celui qui se dit en rentrant dans un stade, je vais le faire. Le bon joueur est celui qui dit, peut-être aujourd'hui, je vais marquer. C'est ça la différence. Souvent, mes prises de position, quand je dis peut-être, quand on allait en Coupe du Monde, le Cameroun va gagner. Les gens se sont dit, mais cet enfant est fou. J'ai même eu un échange avec un de mes fils qui joue au Real Madrid il y a quelques mois à Paris. Jamais. Et puis, j'ai repris cette phrase. Il m'a dit, mais président, vous avez dit Cameroun allait gagner la Coupe du Monde. J'ai dit oui. Le Cameroun devait gagner cette Coupe du Monde. Il me dit, ah, ça m'aide. Je n'ai pas voulu l'embarrasser parce qu'on a enregistré une émission, mais il y avait une question toute simple. Il est Camerounais. Il a joué la finale de la dernière Coupe du Monde. Il a été à un pas de gagner cette Coupe du Monde. Pourquoi lui il pense qu'il peut le faire et les autres ne peuvent pas le faire? Est-ce que parce qu'il a le passeport français? Vous voyez la différence? C'est juste ça la différence. Peut-être il se dit, en étant français, oui, je mérite même de gagner ça.
Et généralement, le Camerounais, qu'est-ce qu'il se dit? C'est pas réservé tout le monde. Et automatiquement, on se déconnecte. Ce n'est pas de la prétention. C'est de dire, je vais le faire. Je peux le faire. J'ai les moyens de le faire. Dès que vous vous mettez dans cette dynamique, dans cette façon, dans cet état, alors rien n'est plus impossible. Rien n'est plus impossible. Et c'est ça le vrai succès. Et c'est même le premier succès. Il faut être positif là-dedans. Je veux dire, ah non, je vais atteindre mes objectifs. Je vais y arriver. Peu importe, restez concentré, focus. J'avais partagé ça avec mes jeunes frères, les Lions. J'ai dit, on va en Coupe du Monde. On va gagner cette Coupe du Monde. Vous avez les moyens. Ce sont vos coéquipiers encore qui ne sont pas forcément meilleurs que vous encore. Donc je ne comprends pas, en ayant la somme de vos talents ici, comment c'est impossible. L'État nous donne les moyens d'avoir une bonne préparation. Et le job du président que je suis, c'est de vous donner la meilleure préparation. Nous irons chercher ce qu'il y a de meilleur pour une meilleure performance. Il n'y a pas eu de problème logistique. J'ai fait mon job, j'ai gagné moi ma Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était à ce niveau. Mon défi était de dire, les Lions doivent bien voyager, ils ne doivent pas avoir de problème de prix, ils doivent bien manger, ils doivent bien se reposer. Et jusqu'à notre premier match, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème. Le doute commence à arriver au moment où on perd contre la Suisse. Et j'ai un échange avec un des Lions après ce match qui me dit, le président, c'était la Serbie ou c'est la Serbie? Oui, la Serbie. Tu as vu le match Brésil-Serbie, mais la Serbie va nous donner 7. J'ai dit, ça vient comme tu vois. J'ai dit non. J'ai dit, il faut qu'on discute. J'ai dit, tiens dans le champ. Je lui ai dit, tu es un grand joueur. C'est bien parce que tu discutes avec moi. Et je suis le président. Le président, c'est comme une poubelle où on jette tout. On ne ramasse pratiquement rien. Mais on jette tout. Je lui ai dit, tu es en train de faire une belle traversée dans ta carrière. Moi, j'ai arrêté. C'est l'avantage que j'ai sur toi. C'est que j'ai arrêté. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de situations. Et j'ai pris l'exemple d'un match qu'on avait joué. On avait gagné Getafe, Barcelone. Je ne me souviens plus exactement. Mais je crois que c'était 5 buts à 1. Un truc comme ça, ou 4 buts à 1. Je ne me souviens plus bien. Nous sommes arrivés à Madrid. Match de retour. Bien évidemment, dans un stade, tu as Ronaldinho, tu as Samuel Eto'o, tu as Messi, tu as Diego. Tu t'es dit, et t'as fait logiquement, ça va passer. Je crois en l'espace de 40 minutes, on perdait 4-0. Je lui ai dit, justement, les matchs suivent, ils ne se ressemblent pas. Si tu veux gagner contre la Serbie, ça dépend de toi. Moi, Samuel, je sais qu'on va gagner la Serbie. Parce que je vous fais confiance. Je ne peux pas jouer. J'ai fait mon job. Tu me rassures que vous avez bien travaillé. Parce que si vous n'avez pas bien travaillé, c'est notre problème. Vous avez bien travaillé, il me dit, donc je suis convaincu que nous allons battre la Serbie. Il y a eu plein de problèmes avant ce match, mais on perdait 3 buts à 1. On fait une remontada incroyable et l'espoir renaît. On ne devrait jamais arriver à cette remontada. Si certains s'étaient dit, nous sommes du Cameroun, nous avons des aînés qui ont porté ce maillot dans des conditions extrêmement difficiles, qui ont apporté des résultats.
qui ne travaillaient pas dans les conditions d'aujourd'hui. Nous avons l'opportunité de rentrer dans l'histoire. Je crois ce match, nous pouvions le gagner. On arrive face au Brésil, où de toutes les façons, ceux qui aiment le football avaient déjà dit 10 euros. Finalement, les garçons gagnent ce match. Nous sortons de cette compétition avec 4 points. D'autres se sont qualifiés avec 4 points. Tout était mauvais. Oui, tout était mauvais pour Samuel Eto'o parce que pour moi, en partant du Cameroun, j'allais gagner la Coupe du Monde. Mais quand je regarde d'où nous sommes partis et où nous nous sommes arrêtés, je dis les garçons ont travaillé. Oui. Ils ont travaillé. Ça fait combien de Coupes du Monde où nous sommes partis, nous sommes revenus et j'étais encore joueur. Il y a des choses, je ne peux pas parler, je dis toujours, le jour où je vais écrire mes mémoires, les gens diront qu'on avait Ronaldo, le vrai, le bon, le phénomène. Vous savez, il avait pris du poids à un moment donné, les gens se moquaient de lui. Et le jour où il a arrêté, il a dit, en réalité, j'étais malade. J'avais cette maladie. On le traitait de drogué, de ceci, de cela. Il a dit, voici le problème que j'avais, mais je ne pouvais pas le partager avec vous. Les gens se sont confus en m'excusant. Oh, si on savait. Donc je dis toujours, le jour où je vais écrire mes mémoires, certains diront, waouh, c'était comme ça. J'espère que je le ferai quand je vais rentrer dans mon gambet, quand je vais commencer à faire mes chants et tranquillement pour partager certaines difficultés que nous avons connues pour atteindre ce que vous appelez succès, moi je l'appelle excellence. Ah oui. Donc, ce moment-là viendra. Oui. Maintenant, Président, je vais laisser les questions, merci beaucoup, parce que là, vous avez vraiment fait beaucoup de révélations. Mais moi, je veux savoir, selon vous, quelles qualités doivent absolument définir un leader? Vous êtes un leader incontestable. Quelles sont les qualités? Quelles qualités? Le leader doit être juste. Juste. Même quand vous prenez une décision difficile, vous devez être juste. J'ai fait plusieurs voyages avec des gens qui étaient parmi mes plus fidèles. Mais j'ai été dur avec mes plus fidèles. Parce que ceux qui sont généralement autour de celui qui doit prendre les décisions n'ont pas tous les éléments comme celui qui doit les prendre. Et c'est eux les plus dangereux. Et je me suis séparé de plusieurs. Certains n'ont pas souvent compris pourquoi, mais parce que je dois rester juste. Je dois rester juste. Et je pense que le bon leader doit être juste et défendre ce qui est juste, même au prix de sa vie. Vous savez, la Fédération camerounaise a traversé un moment difficile ces derniers mois. Nous avons vraiment traversé un moment extrêmement difficile, mais nous étions dans ce qui est juste. Parce que ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est le respect de notre Constitution. C'est le respect du peuple. Dès lors où nous n'avons plus ce respect que nous appelons aussi justice, nous commençons à nous déchirer. Et pour moi, pour ma petite expérience, le bon leader doit être juste. Merci. Et quelles sont les 3 valeurs les plus importantes qui guident vos décisions? Vous prenez des décisions, vous êtes un leader. Quelles sont les 3 grandes valeurs? La première chose, je dois m'assurer que les décisions que je suis en train de prendre, avant même de demander, de poser des questions à mes conseillers visibles et invisibles, c'est de m'assurer que nous sommes en conformité avec toutes les lois. Ça, c'est la première chose. Très souvent, quand nous prenons certaines décisions, bien évidemment,
Les Africains, mais les Camerounais en particulier, n'aiment pas lire. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. Il faut que nous conseillons nos frères à lire. Parfois, il y a des choses qui sont juste devant nous, mais nous ne lisons pas. Et vous voyez, ils font des débats interminables. Pourtant, il faut juste lire. Et je pense que ceux qui ont pris la peine d'écrire les statuts, les tests, etc., c'était justement pour qu'on soit en conformité avec toutes ces choses. La deuxième chose qui me guide souvent, je ne dois jamais perdre mon objectif de vue. Est-ce que la décision que je m'apprête à prendre, elle est bonne pour l'objectif que j'ai? Ça, c'est important. Parce que quand vous faites une promesse, voici les objectifs que je veux atteindre. Je souhaite que la passion commune que nous avons, nous atteignions ceci, cela. Est-ce que la décision que je suis en train de prendre, elle n'est juste pas politique? Parce qu'il y a des décisions politiques que les leaders prennent. Au fond d'eux, ils se disent, cette décision, elle n'est pas bonne. Mais elle me permet de garder tout le monde autour de moi. Je repousse cette idée. Je me bats pour ne pas être dans cette situation. Et la troisième chose qui me guide très souvent, je dois toujours penser que la majorité, parce que je ne peux pas faire, je souhaite que tout le monde soit content de décisions que je prends, mais je me dis plus que la majorité, cette décision doit porter pour maximum de personnes possible. Voyez-vous, j'ai un monsieur, un bienfaiteur. Hier, nous avons fait le lancement du championnat en Mélo. Un passionné du football. On a construit un magnifique stade. Depuis des années, ce monsieur me disait, président, venez voir. J'ai fait quelque chose de magnifique à Mélo parce que j'aime le football. Il est le président de Stade Rennais. Mais le président a certaines choses, c'est qu'il a beaucoup trop d'informations. Et le président, c'est le ventre de tout le monde. Donc je lui disais toujours président un jour. Mais j'avais d'autres raisons qui me poussaient à ne pas franchir ce pas. Le moment venu, je suis allé vers lui, je lui ai dit, président, on va jouer à nous. Ce qu'il ne savait pas, c'est que moi j'avais déjà visité son stade, sans qu'il ne sache. Et hier, pendant son propos, il a dit, le président n'est jamais venu à Mélon, c'est sa première fois. J'ai dit, bon, je me suis tué. Parce qu'on était en public, je ne voulais pas le voir. Mais il a fallu que je voie, que je touche pour prendre cette décision. Et il a fait un beau. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais savoir maintenant comment fonctionne le président dans son esprit lorsqu'il doit prendre une décision importante. Et surtout lorsque vous êtes confronté à un moment critique, qu'est-ce que vous dites vous-même? On sait que vous êtes souvent contrarié, parfois même acculé. Nous savons que vous l'avez vécu comme footballeur, acculé, la pression est forte. Pourtant, il faut avancer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Samuel Eto'o en ce moment-là? Déjà, il faut se dire que la pression du temps ne devrait pas vous amener à votre précipitation. Chaque fois que vous êtes pressé, vous allez prendre la mauvaise décision. Il faut écouter et beaucoup plus le camp adverse. Parce que c'est à travers les lignes du camp adverse que vous avez les bonnes réponses. Les gens disent toujours, il n'en fait qu'à sa tête. Mais il n'arrive pas à m'arrêter. Parce qu'en réalité, je suis plus proche d'eux qu'ils ne le croient. Il faut savoir anticiper
et savoir se retirer. Parce qu'au-delà de tout, j'ai des conseillers visibles, comme je l'ai dit, et invisibles. Et après, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que je me retire. Nous sommes des humains. Et pour certains, ils peuvent être achetés pour m'amener à faire des fautes. Donc quand j'ai écouté les uns et les autres, et j'ai même parfois la décision prise, je me retire d'abord. Je me mets face à moi-même et à mon Éternel. Je lui dis, bon, Éternel, je dois prendre cette décision. Tu m'as toujours guidé. Tu m'as protégé. Je laisse quelques heures. Si ce n'est pas bon, montre-moi ici. Parce que les hommes ont déjà fait leur job. Et je vais vous dire quelque chose. Quand notre papa est tombé, quelques jours avant, il m'avait convoqué. Je suis allé à Douala, je n'avais pas trop de temps. Il me convoquait. Et un jour, j'ai dit à mon petit frère, écoute, je ne me sens pas bien. Je crois que c'est quand j'ai dit, je lui dis, prépare les voitures, je vais voir papa. Parce que depuis, le pauvre, il me fait que me dit, fiston, viens. Je suis arrivé, puis ma maman était là, et je monte, parce qu'il était dans ses appartements, il descendait rarement, tout ça. Quand j'arrive, il est tout fatigué, il me dit, ah, fiston, c'est comment Antilo? J'ai dit, ah, je suis. Il dit, ben, je vous raconte de là, j'ai dit, j'avais l'impression qu'il était vraiment en forme. Puis, il me dit, fiston, je suis fatigué. J'ai dit, tu vas aller à Paris, te reposer chez ta fille. Je vais aller voir tes mains. Il me dit, prépare-toi parce que je ne tiens plus. Je parle de ça aujourd'hui. Je lui dis, papa, ne dis pas ça. Je vais voir comment demain ou après-demain, tu peux aller à Paris, te médecin pour te voir. Parce qu'on se dit toujours, les gens qu'on aime ne peuvent pas partir. Ils ne doivent même pas partir. Mais le temps de tout le monde arrive toujours. Il me dit, non, je suis vraiment fatigué, comment ça t'organise? Bien évidemment, j'ai mes soeurs derrière son salon qui attendent. J'ai ma maman qui est en bas. Mais j'étais sonné quand je sors de là. Je dois afficher un sourire pour rassurer tout le monde. Et c'est même la première fois où j'en parle. Et je lui dis, quand on reprend la route, il doit aller se reposer. Comme s'il voyait ça arriver. Bon. Quelques jours après, son médecin nous appelle. D'abord, c'est ma maman qui me réveille en pleine nuit, je n'ai pas été tombé, tout ça, ça fait une énergie, tout ça. J'appelle son médecin, je lui dis, je dois me préoccuper ou pas? Il me dit non, c'est une opération, ça va aller. On ouvre, tout ça, il nettoie. Tout ça, il me dit, ça s'est super bien passé, il me rassure. Et puis, c'est le lendemain. Le lendemain, il me rappelle, il me dit, ah, il y a eu une petite complication, mais ça va aller, rien de grave. Je lui dis sûr, il me dit rien de grave. Et finalement, papa me ressort par là. Donc, quand il m'appelle, je suis vraiment fatigué. Je suis rarement fatigué. Surtout quand je veux atteindre mes objectifs, je ne dors pas. Je mets la pression sur tout le monde parce que nos objectifs sont la passion commune que nous avons, la victoire, l'anticipation. Vous savez, ici, les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes. Il faut le dire. Il faut le dire comme ça, de manière crue. L'anticipation, les gens ne savent plus ce que c'est. Pour arriver aujourd'hui, commencer
à vous appeler, il manque ceci, il faut faire cela, tout ça. Donc j'arrive chez moi, appelle, je veux m'asseoir, le médecin m'appelle et il me dit papa est parti, je lui dis comment ça va, tout ça. Tellement j'étais loin parce qu'il m'avait rassuré. Et mon papa nous a quittés. Je s'appelait, il était dehors, j'appelle, je lui dis bon, papa est parti, tout ça. Il était 16h par là, je lui ai dit on va voir. Je dis encore merci au gouverneur de la région du littoral parce qu'il a vraiment joué le rôle de père. Il m'a appelé, il me dit je viens d'apprendre, je lui dis bon je ne peux pas partager ça pour le moment avec ma soeur, je ne veux pas que ça se brûle, je vais essayer d'informer le grand patron et puis j'arrive. Je n'étais jamais allé en Namibie. Mon papa me disait toujours je veux repartir chez moi. Fiston, fais tout. Je vais repartir chez moi. Mais j'étais jamais à la Namibie. Lui, il est bien au village. Chaque week-end, il est là-bas, tout ça, tout ça. Maintenant, il me contamine. Il ne va pas aller chez là-bas. Donc, j'arrive, voilà, on va à la mort. Je lui dis, donc, on prend la route à 4h du matin pour aller à la mort. Ce que nous avons vécu, de Pouma jusqu'à Gabé, c'est une situation qui vous pousse même à l'arrêt. Parce que je me suis dit, comment nos grands-mères sortent de là pour venir en ville. Je n'ai jamais rien refusé à mon père, je ne pouvais même pas. Parce que c'était avec ma mère, ce sont mes dieux sur terre. J'ai dit à mon petit frère, c'est impossible, on ne peut pas faire comme ça. Je ne peux pas. Parce que comment on va faire? Et puis, on ressort, on arrive à Douala vers 21h, je lui dis, tu appelles la mort, je veux parler à papa. Un jour, il était couché là-bas. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. On sort papa, et on me laisse. Et je m'appelle. Je pleure, je pleure, je pleure. Puis, je me dis qu'on puisse. J'étais jamais rien refusé. Jamais. J'ai toute la volonté de canter un homme. C'est impossible. C'est impossible. De mon côté, oui. J'ai tout ce qu'il faut pour qu'on t'enterre dans la dignité et tout. Mais je suis entré en Namibie. C'était juste, la route était impraticable. Je lui ai dit, mais quand tu es un homme de Dieu, montre-moi un signe. Montre-moi quelque chose pour me dire que mon fils, c'est là où je veux dormir. Pour l'avenir. Réunion en repas, je devais revenir avec lui. J'arrive à Yaoundé, on a même un accident. On a un accident. C'est moi où je perds la voiture, tout ça. Et finalement, j'arrive à revenir. Et puis, je vais voir un de mes grands frères. Il me dit, allez voir tel ministre, on va vous aider à voir la route de Pouma jusqu'à là. Le signe que j'ai demandé à mon père. Avant même d'arriver chez le ministre, j'avais déjà dit au monsieur, appelle tous les architectes là. Ils ont 7 jours pour me sortir quelque chose que je dois valider. La croyance. Cette force. Quand vous pensez que tout est perdu, il y a cette force qui est suprême, qui est au-dessus de nous tous, qui vous dit, ne baissez pas les bras, c'est encore à 5 mètres de vous. Et je suis arrivé, j'ai discuté avec le ministre.
même si après ça ne s'est pas fait, le seul fait que cet aîné m'a dit, ça c'est, on va accompagner, il a tout changé dans ma tête. Le si était là. Le signe était là. Nous avons lancé les travaux, on a bloqué nos camions pendant plusieurs semaines. Oui, les hommes. Oui, parce que le diable exerce à travers les hommes. Ils ont bloqué que les camions ne pouvaient pas entrer en mer. Mes camions. Nous avons échangé. Au final, on nous a permis de construire la maison où notre papa devait se coucher. Et le jour où le représentant du chef arrivait à Gambert, cette personne qui avait signé pour que les camions n'entrent pas en Gambert, c'est pas si un petit enfant de Gambert rentre chez lui pour enterrer son père qui est de Gambert. On dit non, tu ne peux pas venir construire chez toi. Et cette personne, elle me dit, mon père étant couché à côté là, on ne l'avait même pas encore enterré. Président, j'aimerais qu'on discute parce qu'il y a eu beaucoup de mal. Je lui ai dit, écoutez, c'est un jour venu aujourd'hui. Nous sommes partis de Douala jusqu'à Ndambé sans incident. Il fait beau. Ça veut dire que l'ombre de mon père souhaite que ça se passe bien. Et je souhaite que c'est cet état d'esprit qui reste ici. Les petites choses de la vie, nous aurons le temps Voilà. de les régler. Notre objectif aujourd'hui est beaucoup plus important que les justifs que vous voulez m'apporter. Vous me dites que vous avez été médiocre en voulant faire votre boulot. Nous avons enterré notre papa. Pourquoi je vous ai dit ça? Quand je prends les décisions, la dernière personne qui me dit, je dis, Seigneur, montre-moi un signe. Peut-être que ce n'est pas la bonne décision que les hommes veulent m'amener à prendre. Moi-même, je suis convaincu que c'est la bonne décision. Mais comme tu vois de mon camp, tu vois dans l'autre camp, est-ce que c'est la bonne décision? Et très souvent, je savais que ce sont les bonnes décisions pour l'intérêt général. Tellement appris de cette histoire, nous avons vécu le départ de papa, nous comme Camerounais du Cameroun, moi de la diaspora, comme si c'était nous qui étions là. Papa nous a vraiment béni, apporté. Merci. Allez-y. Voilà, c'est ça. J'ai une question importante que je vais poser, je peux ne pas la poser, je veux savoir, le président Samuel Eto'o, lorsqu'il faut prendre des décisions stratégiques, c'est au niveau de la stratégie, entre l'intuition et l'analyse, qu'est-ce que vous privilégiez? D'abord l'analyse. L'analyse non rarement. Vous pouvez avoir la bonne intuition des choses, mais sur le terrain c'est autre chose. L'anticipation, moi j'appelle ça comme ça. L'analyse, c'est mettez-moi les données sur la table. Nord, sud, l'est et l'ouest. Voici ce que je veux faire. Maintenant, mon intuition rentre en jeu où je me dis, peut-être j'aurais commencé par le nord. Mais une fois de plus, ma référence, ce sont les analyses. Un leader ne peut pas naviguer comme ça, on ne peut pas se lever un jour et dire tout ça doit être ouvert.
parce que vous gérez des millions de personnes. Même quand à chaque fois que vous prenez une décision, vous devez savoir qu'elle pèse sur des millions de personnes. Et vous ne pouvez pas vous amuser à prendre des décisions à la légère. Ceci me renvoie à quoi? Des amis qui marchent ou qui marchaient avec moi, qui n'avaient pas me donné, vous vous souvenez, je vous ai dit ça, mais qui voulaient prendre des décisions du pouvoir que les délégués m'ont donné. Ils ne pensent pas aux millions de personnes. C'est vous qui avez bossé. C'est vous le responsable. L'ultime responsable. Et vous avez un seul intérêt, c'est que ça marche. Il y a quelque chose de curieux. Quelqu'un, il a dit, il n'y a pas très longtemps, la fédération a tout fait pour qu'on ne gagne pas. Vous allez retrouver ça. Je suis Camerounais, 100%. Je suis parti d'ici pour aller me battre de l'autre côté. Et la seule chose qui me permettait de me surpasser chaque fois, je me disais, il y a des millions de Camerounais qui n'ont pas l'opportunité que j'ai. Et je ne m'arrêtais jamais. Et Julie, un joueur français, il a dit lors du final de Champions League en 2006, où j'entre dans le vestiaire pendant que tous étaient abattus. Je dis, ne me dérangez pas. Je suis là, je vais marquer, je vais égaliser, on va gagner. Et je rentre, j'égalise. À ce moment, il dit, c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Dans cette équipe nationale, j'ai servi mon pays pas pour me faire de l'argent. Parce que j'aime m'acheter les pieds d'avion de jouer. Je n'ai pas pris mes primes pendant plus de 17 ans dans cette équipe nationale. C'est là. C'est là. Notre seul espoir, c'était de rendre nos concitoyens heureux pendant un an. Parce que c'est un beaucoup de difficultés. Et quand les Lions gagnent, on oublie tout. Même ceux qui sont malades oublient qu'ils sont malades. Et on arrive à la tête de la fédération camerounaise quand on nous dit que la fédération travaille pour le Cameroun. Même en termes d'intérêt, ça veut dire que les personnes elles ne comprennent même pas comment les fédérations fonctionnent. Ça veut dire, même si je ne vous aime pas et que vous m'apportez le résultat de l'équipe, parce que tant que vous gagnez, la fédération gagne l'argent. Ce qui me permet de payer les salaires, ce qui me permet d'atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Alors, je vais renoncer à atteindre mes objectifs pour des petites choses. C'est comme ça que je les appelle. Des petits intérêts. L'intérêt du leader doit être un grand intérêt, pas le petit. Et quand je dis ça, et j'insiste sur ça, parce que ça me crée des débats. Certains qui sont payés à longueur de journée pour dire à une certaine jeunesse, le modèle que vous avez là, il n'est pas bon. Mais ils oublient quelque chose de très important. Ils ne disent pas, cette jeunesse, on nous a payé pour écrire.
Parce que j'ai rencontré plusieurs d'entre eux. Et à chaque fois quand ils me voient, ils disent « Oh, on t'aime trop. Samuel, je n'étais pas d'accord avec toi, mais vraiment, tu as raison. » Mais dès qu'on fait un Western Union, à Londres, à Paris, on veut manipuler une certaine jeunesse. Je refuse de faire la politique. Parce que quand vous faites la politique, vous prenez parfois des décisions, vous savez en votre âme et conscience que vous êtes en train de blesser celui qui est en face de vous. Et très souvent même, vous êtes en train de tuer celui qui est en face de vous, mais vous regardez. Et je ne sais pas être comme ça. Et je glorifie l'Éternel tous les jours parce que j'ai dit qu'il ne me donne pas ce sentiment. Parce que j'aime les hommes. Et quand tu aimes les hommes, tu veux servir ces hommes. Tu veux les voir constamment heureux. Et c'est ma femme qui dit toujours, tu aimes trop le Cameroun, mon mari. Et je lui ai dit, ma femme, c'est le premier amour que Dieu a mis devant moi. Et même si très souvent, je prends des coups qui sont durs, quand je vois peut-être mon enfant affecté pour un mensonge qu'on a pu dire sur son père, ou elle-même, mon épouse, qui peut me dire, mais je ne comprends pas ceci, même si elle ne me le montre pas parce qu'elle veut rester forte à côté de moi, je souffre un peu. Je souffre parce que je sais que je fais souffrir ce que j'aime le plus. Donc, pour vous dire, le leader doit regarder l'intérêt général, pas les petits intérêts des hommes qui peuvent changer selon la couleur du pied qu'on est devant. Merci beaucoup. Ça c'est. Oui. Merci beaucoup, madame. C'est ça. On a terminé. Je voudrais que le président dise quelque chose à l'attention de ceux que moi je représente, c'est-à-dire les Camerounais qui sont dans la diaspora. Je sais qu'ils vont écouter quelque chose de vous. Quand vous parlez des Camerounais, nous qui sommes à la diaspora, nous avons l'impression que nous ne sommes peut-être pas toujours concernés. Nous avons besoin d'être motivés parce que nous sommes allés chercher la vie là-bas. Il y a beaucoup qui souffrent, en Dieu, vous savez, vous êtes de la diaspora évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Camerounais qui sont partout dans le monde qui pourront nous dire? Vous savez, lors des dernières élections au Cameroun, notre droit le plus absolu est de soutenir qui on veut. Nous a encore un peu plus séparés. J'ai certains frères qui supportaient quelqu'un d'autre, qui se sont éloignés de moi. Ils se sont même retrouvés en train de dire des choses méchantes sur leurs frères. Il y a quelque chose qui ne changera jamais. C'est que nous serons toujours comme nous. Et nous avons tous le devoir de construire ce pays. Peu importe les camps politiques que nous soutenons. Je pense que pour nos frères qui vivent en Europe, ils ont une double responsabilité. Parce que eux, ils ont quelque chose que ceux qui vivent ici au Cameroun n'ont jamais vu. Ils ont vu autre chose. Ils ont vu autre chose. Ils ont même vu comment on gère différemment. Donc ils ont la responsabilité d'amener les autres à essayer de voir à travers leurs yeux. Et je pense humblement que très souvent, à cause des frustrations qu'ils peuvent avoir, ils oublient cet objectif qui est plus important que toutes les luttes qu'ils peuvent avoir.
Parce que si vous avez vu autre chose, vous refusez que votre voisin voit à travers vos yeux et qu'il juge si c'est bon ou si c'est mauvais, vous avez un problème. Si vous laissez votre voisin voir à travers vos yeux et qu'il prenne la décision de vous suivre, vous serez deux à défendre votre vie. Vous serez tout seul. Et nous avons, je ne veux pas appeler ça ce problème. Je veux dire, nous n'échangeons pas assez parce que certains de nos frères sont encore braqués. Et la douleur qu'ils ont, je veux dire certains de nos frères de la diaspora, la douleur qu'ils ont, eux ne les permet pas de se surpasser. Quand ils sont libres, nous avons des docteurs partout. Je me souviens encore quand j'allais en Anzi Makashkala, je suis allé dans un hôpital à Rome pour ma visite médicale. Quand j'entre, je vois un docteur. Son accent d'abord, j'ai dit, ah, t'as là. Il me dit, Momo, je suis le chef ici. Voilà une tête. C'est bien. Il me dit, mais les choses du boulot. Il faut dire nos choses. Il faut que tu te sentes concerné. Ne pense pas que. Moi, je n'attends pas très souvent que l'État fasse tout pour nous. Je veux montrer à l'État que je suis un grand garçon, que j'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Alors je demande l'aide de mon père. Mais je ne suis pas cet enfant qui attend que son père fasse. Non. Je prends mes responsabilités. Je fais tout. Je permets même aux autres de voir à travers mes yeux. Mais de prendre la décision humblement de ne suivre pas. De ne pas imposer ma vision. Et j'ai la chance parce que beaucoup de gens croient en ce que je crois. Oui. Sans parfois m'avoir vu. Mais juste parce que je permets à cela de voir autre chose que j'ai vu. Et vous allez repartir. Je ne suis jamais allé au Canada. Jamais. J'ai voyagé partout. Je ne suis jamais allé au Canada. Président, nous avons le salon au mois de juillet 2025. Je ferai l'effort d'être là. Nous allons vous inviter une série d'autres parrains. Donc, je voudrais vous dire, soyez les ambassadeurs de notre pays. La bonne parole, le dialogue. De ceux qui sont dans la diaspora et qui font la politique. Ils ne disent pas qu'ils ont des ennemis au Cameroun. Ou même ailleurs, parce que les uns supportent un camp et les autres un autre camp. Nous sommes des enfants du même mère et d'un même père. Personne ne pourra changer cela. À partir de ce moment-là, prenons ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous pour construire un Cameroun meilleur. Dépassons la douleur que nous pouvons avoir des élections ici ou des élections cela pour rentrer dans des conflits, des clashs sur les réseaux sociaux qui nous font perdre du temps et qui permettent à une petite minorité de gagner l'argent. Parce que l'intérêt commun que nous avons de notre beau pays est beaucoup plus important que ces petites choses. Toutes les têtes que nous avons à l'extérieur, je pense que si nous échangeons dans le respect toujours, nous pouvons accompagner notre gouvernement dans beaucoup de choses.
J'ai des aînés qui font des levées de fonds un peu partout, mais qui me disent non, moi je ne Cameroun ne viens pas. Qui sont des Camerounais. J'ai eu la chance à travers la passion, le don que Dieu m'a donné au football, de m'asseoir parfois sur certains cas des chefs. Et je vois que leurs conseillers obscurs, stratégiques sont des Camerounais. Et je me dis toujours, chef, pourquoi vous ne venez pas vous aider? Ils disent comment? Tu dis que j'ai dit oui, le Cameroun c'est chaud. Ce que vous faites ici, quand vous venez peut-être vous lever 3, 4, 5, 6, 7 milliards de dollars. Moi, je suis jaloux. Je souhaite que vous le fassiez pour notre gouvernement. Oui, mais les gens ne sont pas sérieux. Je respecte. Mais il y a une autre façon de faire. Essayez de tout faire. Et quand vous êtes essoufflé, vous criez, nous allons venir et aller vers notre père et dire, papa, voici ce que nous savons faire. Mais nous n'avons plus la force. Nous te prions maintenant de prendre ça et de nous. Oui, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé l'argent avant même le projet. J'ai dit, mais peut-être c'est la mauvaise porte. Si tu étais allé à côté, ça devait peut-être être la bonne porte. Vous voyez? Donc, à tous ces frères, je vous prie de continuer à passer le message de paix. De dire qu'il faut qu'on se surpasse à nos petites douleurs, parce que l'intérêt de notre pays est beaucoup plus important que nos petits intérêts. Merci beaucoup. On va faire un petit cadeau. Oui, tout à fait. C'est oui. Alors le cadeau président, il est vraiment symbolique. Il est symbolique. Comme nous sommes dans un cadre religieux et que la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Oui. Alors, lors de mon dernier séjour à Rome, justement, je l'ai acheté en pensant justement à vous. Ici, nous avons cette visite de l'ange qui va. On vous appelle l'envoyé de Dieu. Et l'ange, c'est l'envoyé de Dieu. Donc c'est vraiment l'ange qui va visiter Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cela. Merci. Donc, président, c'est humblement accepté. Nous allons, mon père, pour venir, on va bénir, nous allons bénir afin que partout cet objet sera placé, que la présence de Dieu soit et que le malin ne puisse pas y passer. Nous se secourons dans le nom du Seigneur. Et après le ciel et la terre. Procure déjà une joie spirituelle. Que cette joie spirituelle ne quitte jamais notre frère, notre fils, notre ami Samuel. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il donne à Samuel la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Merci. Merci.